tous, merci d'être présents sur place, en petit comité ou même en visioconférence. Donc, la thèse que j'ai réalisée au laboratoire GRAP s'intitule « Processus d'innovation alimentaire durable, intégrant les attentes des consommateurs, les impacts environnementaux et les contraintes de l'entreprise dans le cas d'innovation à base de spiruline ». Donc, ce contexte agroalimentaire me pousse d'abord à vous présenter les enjeux de l'innovation pour ce secteur. Alors, les entreprises agroalimentaires, comme dans d'autres types d'industries, l'innovation, c'est le booster de performance. Et derrière innovation, on va avoir des enjeux de répondre aux attentes des consommateurs, qu'elles soient explicites ou non. Et cette acceptabilité du consommateur, c'est vraiment la clé du succès pour éviter les échecs des produits sur le marché. Et les tendances plus récentes portent sur la santé, la naturalité, la durabilité. Et cette durabilité fait partie d'un autre enjeu de l'innovation, puisque nous avons d'une part au niveau mondial les 17 objectifs du développement durable qui ont été signés en 2015, et puis cet aspect environnemental apporte une meilleure image de marque auprès des consommateurs. C'est pourquoi la problématique que je vais essayer de répondre et que aujourd'hui, porte sur comment combiner la stratégie d'une entreprise, les attentes des consommateurs et à la fois les enjeux environnementaux, le tout dans un contexte de processus d'innovation de produits alimentaires. Donc, dans les prochaines diapositives, je vais vous faire un état de la littérature qui va vous introduire également mes questions de recherche au fur et à mesure. Donc, les différents thèmes que j'ai abordés vont porter sur le processus d'innovation, et sous-jacent ce qui concerne le management de la décision, mais aussi des thématiques plus sur l'innovation centrée consommateur et également l'innovation centrée environnement, donc éco-innovation, éco-conception. Je vais d'abord commencer par le processus d'innovation et vous introduire ce qu'est l'innovation. Elle peut être définie par un processus et par le phénomène de résultat, donc qui est issu du processus. L'innovation comme processus est définie par le manuel d'Oslo comme une activité d'innovation, donc l'ensemble des démarches, qu'elles soient scientifiques, technologiques, etc., et qui aboutissent à la réalisation de produits ou de procédés. Et ces résultats sont ces produits ou procédés qui sont nouveaux ou bien améliorés et qui vont être utilisés par l'entreprise ou par des utilisateurs. Si maintenant je me concentre sur le processus, sur l'innovation comme processus. Alors, ce processus, il peut être catégorisé dans différents modèles, des modèles qui vont être des plus linéaires et séquentiels vers des modèles plus complexes et interactifs. Généralement, dans les modèles plus linéaires, on va souvent avoir les termes technologie push qui illustrent des innovations qui vont être tirées par la technologie et market pull qui vont tirer l'innovation par l'écoute du marché. Et ces processus-là sont représentés de manière très variable entre 4 et 13 étapes selon la littérature. Mais la réalité du terrain, en fait, n'est pas linéaire. On a beaucoup de relations dynamiques entre recherche, conception, connaissance et dans l'ensemble du processus, ce qui incite les chercheurs à proposer plutôt aux entreprises de faire de l'open innovation, c'est-à-dire de l'innovation ouverte, qui facilite l'innovation en ouvrant l'entreprise à des échanges de connaissances notamment. Donc, finalement, dans l'univers industriel, on se rend compte que les processus les plus utilisés sont plutôt représentés de manière linéaire, souvent bouclés, et je vais vous en illustrer un juste après, qui est le Stage Gate, donc déposé par Cooper en 2008, et qui est composé de 5 étapes que je vais vous décrire. Donc la première étape est l'idéation. Elle consiste à analyser les opportunités sur le marché notamment, à générer de nouvelles idées que moi, dans la suite de la présentation, je vais appeler préconcepts, et de trier ces préconcepts pour créer un portefeuille de projets. La deuxième étape, c'est la conceptualisation. Il s'agit de rédiger des concepts marketing pour les tester, puis ensuite les développer et les valider en termes de performance, généralement d'acceptabilité, et puis les lancer sur le marché. Après le lancement, on peut faire des analyses de performance de vente et avoir les retours des consommateurs pour ensuite faire d'autres boucles d'innovation. Donc ce processus-là, vous le reverrez plus tard puisque je l'ai utilisé dans le cadre de ma thèse. Le deuxième sujet que je voulais aborder porte sur l'innovation centrée consommateur. Donc il s'agit d'écouter la voix des consommateurs pour éviter les échecs des nouveaux produits sur le marché.
Et on a dans la littérature souvent le terme « consumer-led development » qui apparaît pour notamment les biens de consommation. Et donc, ce sont un ensemble de méthodes de type market pool, donc qui écoutent le marché pour comprendre les préférences, les attitudes, les comportements des consommateurs. Et ça s'est développé en agroalimentaire plus récemment. Par contre, il manque encore l'implication directe des consommateurs dans ces méthodes-là, ce que la co-création essaye de faire en co-créant la valeur avec les consommateurs. Et cette co-création, elle peut prendre des formes variées, donc selon le stade du processus, comme par exemple des plateformes Internet où on aurait un échange direct entre l'entreprise et les consommateurs sur des idées de nouveaux produits, par exemple. C'est encore assez peu utilisé en agroalimentaire et de manière générale, l'ensemble de ces méthodes sont assez peu harmonisées dans un processus complet d'innovation. Ce qui me fait vous introduire ma première question de recherche qui est comment impliquer de manière efficace les consommateurs cibles dès le début du processus d'innovation. Le troisième champ de recherche que je voulais vous présenter porte sur la prise en compte de l'environnement en conception. Donc souvent, le terme le plus récurrent, c'est l'éco-conception. Elle a de nombreuses définitions, mais celle de la norme ISO 14006 nous dit que l'éco-conception, c'est la prise en compte des aspects environnementaux dans la conception et le développement des produits, dans l'objectif de réduire les impacts environnementaux tout au long du cycle de vie, c'est-à-dire de l'extraction des matières premières jusqu'au recyclage, par exemple, et la fin de vie du produit. Un autre terme apparaît plus récemment dans la littérature, c'est l'éco-innovation. Alors, il n'a pas de définition officiellement écrite dans une norme, mais elle se distinguerait un peu de l'éco-conception avec une plus forte intensité de l'innovation, donc avec des plus hauts niveaux d'éco-conception finalement. Et de plus, le critère environnemental serait présent dès le début du processus, sachant que au début du processus, à 80 à 90% des coûts sont déjà déterminés. Cette éco-innovation semble essentielle pour le futur de l'agroalimentaire. Et il existe de nombreux outils dans la littérature, qu'ils soient normatifs ou non, sectoriels ou génériques. La plupart des secteurs couverts sont quand même des secteurs manufacturiers et le développement s'est fait plus tardivement pour l'agriculture et l'agroalimentaire. Maintenant, le schéma issu de la thèse de Janin qui a été illustré par le pôle éco-conception et qui représente les différentes catégories de méthodes qu'on peut trouver dans la littérature. Il représente d'un côté les méthodes qui permettent d'améliorer les produits et en abscisse le niveau d'évaluation des produits en termes d'impact environnementaux. Donc en haut à gauche, on a plutôt des méthodes comme les guidelines, les guides, les normes, les checklists qui vont permettre d'être appliquées pour l'amélioration des produits, mais qui vont assez peu évaluer les impacts des produits qui sont développés. À l'inverse, plus on se rapproche de la droite du graphique avec l'ACV, plus on va avoir une évaluation objective des impacts environnementaux, mais moins on va avoir la capacité d'améliorer directement les produits. Cette ACV, c'est l'analyse de cycle de vie et c'est l'outil de référence qui est issu d'une norme et qui est quantitatif, multicritère et multi-étapes. La question en agroalimentaire, c'est de relever ce défi de l'évaluation des produits en cours de conception. Et c'est pourquoi ma deuxième question de recherche porte sur comment intégrer cette méthode d'analyse de cycle de vie dès le début du processus d'innovation en alimentaire. Et là, finalement, j'ai constaté que la littérature qui associe à la fois l'innovation centrée consommateur et l'innovation centrée environnement est assez peu harmonisée dans les processus d'innovation, notamment en agroalimentaire, et se pose les questions de l'aide à la décision et comment est-ce qu'on organise tout ça, est-ce qu'il y a des guides méthodologiques. C'est pourquoi je voulais vous parler rapidement du management de la décision. On entend dans ce domaine généralement parler d'analyse multicritère pour l'aide à la décision, qui permet une prise de décision sur un problème complexe. Alors, il existe de nombreuses méthodes, par exemple des méthodes élémentaires de surclassement, mais ce qui va m'intéresser, c'est les méthodes avec des critères basés sur des notions de valeur d'utilité, de valeur et d'utilité. Donc, on a par exemple la MAUT, qui est l'évaluation sur critères, mais aussi le SMART, qui va être l'évaluation sur critères pondérés cette fois.
Donc ces outils, généralement, sont à construire selon le besoin de décision. Et puis, la question se pose de comment est-ce qu'on intègre l'environnement dans ces outils. Donc, ma dernière question de recherche porte sur comment aider la décision de l'entreprise en prenant en compte à la fois sa stratégie, le potentiel sur le marché et ses aspects environnementaux. Donc avant de vous parler des différentes dimensions, il est important pour moi de vous présenter ma méthodologie générale, qui est un cas de recherche-intervention. Et cette recherche-intervention, c'est une recherche collaborative. Elle est définie par Lucas et Suomala comme une approche de cas longitudinale, dans laquelle la participation active du chercheur et l'observation des participants sont utilisés comme outils de recherche pour recueillir des données empiriques et puis générer une contribution théorique. Les 3 tâches primaires en recherche-intervention sont d'abord de générer des informations qui soient valides et utiles à la fois pour le chercheur, mais aussi pour le participant. Et ce participant, ça peut être une personne individuelle, mais aussi une entreprise. Deuxième tâche, c'est de mettre en place les conditions favorables pour le participant afin qu'il fasse des choix informés et libres, et aussi obtenir son engagement pour réaliser les décisions qui ont été prises collectivement. Donc moi, j'ai utilisé l'approche de Labro et Suomala, qui est divisée en 6 grandes étapes que je vais vous illustrer maintenant. Donc la première étape, évidemment, c'est de trouver un problème de terrain qui a aussi un potentiel scientifique. Donc moi, mon cas de terrain, il s'agit de l'entreprise GlobeXplore, qui est une petite entreprise bretonne de 30 salariés, dont la spécialité, en fait, c'est la récolte et la transformation d'algues marines, notamment. Et ses valeurs sont le goût, la qualité, le dynamisme et l'innovation, ainsi que l'aspect écologique. Et récemment, elle a développé une activité de production de spiruline. Et cette spiruline, elle a une sensorialité assez particulière. On le voit sur la photo, notamment avec sa couleur verte, mais aussi d'autres caractéristiques d'odeur et de texture. Et par ailleurs, elle a un verrou technique quant à sa conservation. Et c'est pourquoi GlobeXplore a monté un projet en 2017, le projet SpiLife, et qui rassemble l'Adria Développement, le groupe ENAF et le laboratoire GRAP de l'ESA. Et la collaboration particulière GlobeXplore-ESA portait sur le développement de nouveaux produits alimentaires avec cette spiruline incorporée. Donc si je reprends maintenant mon modèle de recherche-intervention, la deuxième étape consiste à obtenir une compréhension du problème. Alors je vous ai présenté un état de la littérature qui montre l'intérêt d'incorporer donc ces 3 aspects consommateurs, environnement et stratégie d'entreprise dans un processus d'innovation. Et c'est pourquoi j'ai proposé d'incorporer ces 3 dimensions dans le processus StageGate de Cooper et l'appliquer dans le cas de développement de produits à base de spiruline. Donc il fallait implémenter cette solution sur le terrain, et là, la collaboration ESA-GlobeXplore a été très importante, puisqu'ensuite, il fallait examiner la faisabilité de la solution et montrer les contributions au niveau pratique, opérationnel et théorique. Et dans cette 6e étape, l'analyse réflexive, en fait, qui est la triangulation des informations issues d'observations, d'entretien et de résultats issus du processus, a été très importante. Donc, je vous ai présenté ma méthodologie générale et je voudrais, sur cette diapositive, vous montrer mes hypothèses méthodologiques par dimension. Donc, pour ma première question de recherche qui concerne les consommateurs, j'ai fait l'hypothèse qu'il était possible d'utiliser les focus group, qui est une méthode qualitative d'interrogation de consommateurs par petits groupes, et de l'intégrer dans toutes les étapes du processus et en particulier comme outil de co-création. Pour ma deuxième question de recherche qui concerne l'analyse de cycle de vie, j'ai fait l'hypothèse qu'il était possible de l'adapter, cet outil, et cette méthode, pour l'utiliser au plus tôt dans le processus d'innovation. Et enfin, concernant l'aide à la décision, j'ai fait l'hypothèse qu'il était possible d'intégrer la dimension environnementale en complément des autres aspects comme le potentiel des produits sur le marché et les notions de faisabilité, qu'elles soient techniques ou économiques, grâce à l'utilisation de grilles multicritères. Donc, dans les prochaines diapositives, je vais vous présenter les résultats et discussions. Mais d'abord, il est d'abord important de vous montrer le processus tel qu'il a été réalisé avec GlobeXplore.
Et vous pouvez voir que les focus group, donc avec l'intégration des consommateurs, apparaît à toutes les étapes de l'idéation jusqu'à la validation, et que les outils ACV et grille multicritères apparaissent à 2 étapes clés, l'idéation et le développement. Donc, dans les prochaines diapos, je vais vous illustrer 3 aspects de la thèse qui m'ont paru originaux de vous présenter. Je commencerai par l'ACV modulaire, donc très en amont du processus, qui permet d'évaluer les impacts des préconcepts. Puis je vous présenterai le développement agile en co-création avec les consommateurs. Et enfin, je vous parlerai des grilles multicritères pour l'aide à la décision. Donc, commençons par l'ACV modulaire. Cette ACV modulaire, elle sert à relever les défis de l'évaluation en fait très tôt des préconcepts. Donc, je fais le constat. Alors oui, c'est un sujet qui a été publié donc, dans le Journal of Cleaner Production récemment. Et je partais du constat que l'ACV, c'est un outil de type calculateur, finalement, et qui a besoin de beaucoup de données précises. Par contre, de l'autre côté, en début de processus d'innovation, on a des idées assez floues de ce qui va être développé. Mes préconcepts ont des caractéristiques qui ne sont pas définies. Et ce qui m'a donné l'idée de proposer une méthodologie en plusieurs étapes. Et la première étape consiste notamment à créer des scénarios selon 4 modules différents. Et ces 4 modules sont les recettes, les emballages, le transport et la catégorie énergie et eau. Si je vous illustre par un exemple, alors j'ai pris un des préconcepts qui avait été proposé au tout début du processus, donc aléatoirement, la confiture à la base de spiruline. Pour chacun des modules, j'ai proposé plusieurs scénarios. Donc, par exemple, pour le module recette, j'ai proposé une recette à la poire, une recette au kiwi. Pour l'emballage, je vais proposer un pot de 400 grammes, un pot de 200 grammes. Pour le transport, il peut s'agir de la taille du transport ou des distances qu'on peut modifier. Et pour la catégorie énergie et eau, ça va être des estimations de consommation en fonction des kilogrammes de produits potentiellement fabriqués. La deuxième étape de cette méthode, finalement, c'est de faire les analyses. Et d'abord, il faut commencer par comparer des scénarios au sein même de chaque module. Donc, dans l'exemple que je vous donne, là, il s'agit toujours de ma confiture à la spiruline. Et pour le module recette, donc dans ce module recette, il y avait la confiture de kiwi et la confiture de poire. Et ce graphique, issu de analyses ACV, nous montre les impacts des 2 scénarios en fonction pour l'ensemble des 18 indicateurs d'impact, mes catégories d'impact. Et donc, ce graphique indique à 100% le scénario qui va être le plus impactant selon l'impact considéré, et puis le deuxième va être représenté en relatif du premier. Donc, si j'illustre un petit peu, pour le catégorie d'impact épuisement des ressources en eau, on va avoir la confiture de poire qui est le scénario le plus impactant, et la confiture va représenter 40% des impacts de la confiture de poire. Si on regarde l'ensemble du graphique, on voit que la confiture de poire est plus souvent à 100%, donc elle va avoir tendance à avoir plus d'impact pour ces catégories d'impact ici. Toujours dans cette étape 2 d'analyse, il suffit ensuite de reconstituer les préconcepts pour ensuite analyser les contributions des 4 modules aux impacts. Donc pour vous l'illustrer, je prends toujours ma confiture à la spiruline et j'ai choisi les scénarios qui étaient les moins impactants. Donc ici, la confiture de kiwi, notamment. Et ce graphique va représenter la part des impacts de chacun des modules. Donc ingrédients, ça va être les recettes, les emballages, le transport et l'électricité en haut, pour chacun des impacts. Donc, par exemple, pour le changement climatique, on remarque que les ingrédients et les emballages représentent 60% des impacts sur le changement climatique, et que les transports représentent le reste. La dernière étape de ces méthodes consiste à comparer les préconcepts dans un objectif en fait, d'analyser les performances potentielles de ces préconcepts avant leur développement. Donc j'illustre ici avec un graphique représentant les 8 préconcepts issus donc du début du processus SPILife. Et ce graphique est un peu différent des autres puisqu'il va représenter des scores uniques qui sont en fait la somme des impacts sur la santé humaine, les écosystèmes et les ressources, qui sont les 3 grandes catégories de dommages. Et ces 3 grandes catégories sont en fait l'agrégation des 18 indicateurs d'impact que nous avons vus tout à l'heure.
Et donc, plus ce score unique est élevé, plus l'impact va être important pour l'environnement. Donc, on peut les classer. Mon analyse réflexive sur cette partie analyse de cycle de vie en amont du processus porte sur plusieurs aspects. Le premier concerne les modules qui permet en fait d'identifier les impacts les plus importants. L'utilisation du score unique permet une communication plus efficace par l'expert ACV et du coup une décision plus rapide de l'entreprise. Par contre, l'évaluation précoce entraîne encore des difficultés puisqu'il s'agit de créer des scénarios qui vont prévoir au mieux le futur des produits, ce qui est compliqué à une étape où nous avons peu d'idées du futur. Et puis enfin, l'outil ACV est perçu assez inadapté par l'entreprise de par sa complexité, son besoin d'expertise et la lourdeur en fait, de l'inventaire pour récolter les données initiales. Je voudrais aborder quelques points de discussion. Le premier porte sur le fait que certains scénarios pouvaient être incomplets à cause de l'absence de certaines données dans les bases de données disponibles. Je pense notamment au module recettes qui ne disposait pas de tous les ingrédients nécessaires pour mes scénarios. Deuxième point, c'est qu'il aurait été intéressant de faire une étude de sensibilité pour évaluer les effets des variations, donc des scénarios les plus impactants et des moins impactants, moi j'ai choisi les moins impactants, et pouvoir afficher un graphique de fin avec des variations pour chacun des préconcepts. Et enfin, la CV, c'est quand même une méthode qui se veut itérative, donc il est important de préciser les inventaires au fur et à mesure que nous avons connaissance des différentes caractéristiques des produits, et ce qui permettra d'identifier des leviers d'éco-innovation au fur et à mesure du processus. La deuxième originalité de la thèse que je voulais vous présenter aujourd'hui porte sur le développement en co-création avec les consommateurs. Donc pour ce développement, je me suis inspirée des méthodes agiles de développement de logiciels, mais aussi de l'approche design thinking, du prototypage test avec les consommateurs, du design sensoriel en focus group. Et pour sa réalisation, je voulais représenter sur le graphique encadré de ces étapes amont, donc la conceptualisation, dans lequel nous avons fait des tests de concept avec des consommateurs pour vérifier que les concepts étaient acceptés, et puis derrière, la validation qui consistait d'abord à valider avec deux groupes de consommateurs naïfs, puis de réaliser un test consommateur. Donc pour ce développement itératif, nous l'avons fait en 3 séries de prototypage. Donc la R&D proposait des prototypes pour les présenter à des consommateurs dans des groupes de discussion. Et dans ces groupes de discussion, les consommateurs étaient des consommateurs de produits bio, donc qui étaient la cible visée, et puis ils sont revenus pour les 3 séries. Et afin de faciliter les modifications des prototypes pendant les focus group, la R&D avait préparé en amont une boîte, ce que j'appelle une boîte à outils, mais c'est un ensemble d'ingrédients de base qui lui permettait de modifier pendant les discussions ces prototypes ou d'en proposer de nouveaux selon les propositions des consommateurs. Et enfin, suite à ces groupes de discussion, des analyses de cycle de vie ont été réalisées pour apporter des réponses sur les aspects, des questions sur les emballages, sur le choix des recettes, etc., sur les impacts environnementaux. Mon analyse réflexive sur ce sujet porte sur plusieurs aspects. Le premier, c'est que nous avons développé un grand nombre de recettes par concept. Nous avions 3 concepts en parallèle. Ensuite, les co-créateurs, donc les consommateurs, ont été très actifs et intéressés pour participer à ces développements. La preuve, ils sont revenus plusieurs fois. Et il y a eu de très bonnes interactions avec la R&D. Ensuite, les produits finis ont obtenu des bons scores hédoniques en test consommateur. Et ce processus de développement a permis quand même d'être suffisamment agile pour absorber l'intégration d'un nouveau partenaire industriel qui nous a conduit à modifier un des concepts et donc réorienter un petit peu les développements. La durée a été par contre perçue assez longue pour GlobeXplore qui a l'habitude de faire des développements, des innovations très rapides. Et puis l'ACV a été assez peu prise en compte, notamment parce que l'appréciation des consommateurs et la faisabilité étaient prioritaires et que finalement les contraintes environnementales étaient encore plus difficiles à atteindre en complément.
Donc, mes points de discussion portent d'abord sur les consommateurs, puisque j'ai observé un effet de simple exposition, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les produits ont été présentés aux consommateurs avec cette spiruline qui colore tous les produits en vert, ils n'ont plus perçu cette couleur verte comme un défaut. Or, on peut supposer qu'en test consommateur, cette couleur peut être impactante. Et donc, il est important de valider les produits avec de nouveaux consommateurs à la fin du développement. Ensuite, le degré d'innovation des produits finis était assez faible, ce qui peut être le cas quand on a des consommateurs qui ne sont pas forcément très innovants, ou alors parce que dans le cas de la spiruline, on avait besoin d'éviter le phénomène de néophobie en intégrant cette spiruline dans des produits plus connus des consommateurs. Ensuite, le coût était assez élevé quand même durant ces étapes de développement en ressources humaines, mais aussi en quantité d'ingrédients pour cette boîte d'ingrédients notamment, et la réalisation des prototypes. Par contre, la littérature nous dit qu'il y aura des gains sur les ventes puisqu'on se rapproche plus des attentes des consommateurs. Et dernier point, c'est que la durée, selon moi, même si elle était perçue longue pour GlobeXplore, peut varier selon la taille de l'entreprise et l'importance qu'elle donne à ce projet d'innovation. Ça dépend des finances, de l'accès aussi aux consommateurs et aux expertises assez élevées. Le dernier point que je vous ai promis portait sur les grilles multicritères pour aider la décision au cours du processus. Donc en management de la décision, on parle d'outils multicritères qui doivent être co-construits. Donc cette grille a été construite de manière collaborative avec GlobeXplore. Une première a été réalisée pour évaluer les performances des préconcepts, donc à l'étape d'idéation. Et une deuxième grille a été réalisée pour analyser les performances des prototypes au cours du développement. Donc cette grille, elle est composée d'un certain nombre de critères sur 3 catégories. Donc, la première catégorie concerne des critères de marché qui va intégrer des critères sur l'acceptabilité des consommateurs, sur le caractère innovant, sur les valeurs pour le client, les bénéfices santé, etc. Et l'analyse concurrentielle. Nous avons aussi des critères sur de faisabilité technique et économique qui vont là aborder la correspondance du préconcept à la stratégie, des notions de rentabilité, de coût de production, de maîtrise technique, etc. Et enfin, les derniers critères environnementaux sont issus des critères de l'ACV. Donc certains critères ont été pondérés, et puis l'entreprise devait évaluer chacun des préconcepts, des 8 préconcepts, en fonction de ces critères. Donc ça fonctionne de la même manière pour la deuxième grille. Et l'idéal, c'est de représenter en 3 dimensions les performances de chacun des produits analysés sur marché, faisabilité et environnement. Donc finalement, la représentation sur 3 dimensions a été efficace pour aider la décision, permettait d'illustrer la performance. L'intégration de l'environnement a été possible et pertinente pour l'aide à la décision, notamment avec l'aide des scores uniques. Et nous avons gagné en efficacité entre la première grille et la deuxième grille, avec notamment une habitude à l'utilisation de cet outil-là. Par contre, j'ai noté que des critères, notamment dans la première grille, n'ont pas été toujours discriminants et n'ont pas pu séparer certains préconcepts en termes de performance. Ça a été modifié dans la grille 2. Je pense notamment aux critères de marché qui ont été pondérés à peu près tous de la même manière et les préconcepts ont été à peu près tous notés de la même manière, ce qui fait que sur cette dimension, nous n'avions pas des différences aussi importantes. Et enfin, l'évaluation a été quand même perçue longue par l'entreprise à cause probablement du nombre de critères à évaluer. Donc ce qui ce qui m'amène à aborder les points de discussion suivants, c'est d'abord que l'importance du contexte de l'entreprise est très important dans le choix des critères qui soient pertinents, mesurables et non redondants. Et puis, il faut que l'entreprise, elle, limite ce nombre de critères pour se faciliter l'utilisation de cette grille au quotidien. Ensuite, le poids des évaluateurs peut être ajouté. Donc, par exemple, si une entreprise dispose de plusieurs services qui doivent évaluer un même projet, la direction peut estimer qu'un service a un poids supérieur à un autre.
Sur l'aspect environnemental, on a l'import des données d'ACV qui nécessite encore de l'expertise. Donc on peut imaginer que si une entreprise est seule et non accompagnée d'un conseiller, pourrait dans un premier temps intégrer des critères issus de guidelines ou de checklists par exemple, mais on a quand même l'ACV qui reste la méthode d'évaluation de référence et qui limite les biais de perception, notamment, sur les impacts des futurs produits. Enfin, il serait utile d'utiliser une version informatisée, il en existe de téléchargeable. Donc pour terminer cette présentation, je vais vous faire une conclusion sur chacune de mes questions de recherche, puis une conclusion plus générale, et je terminerai par 3 diapositives sur les perspectives que je donne aux 3 dimensions que nous avons abordées aujourd'hui. Donc, ma première question, c'était comment impliquer de manière efficace les consommateurs cibles dès les phases amont du processus. Alors pour moi, il s'agit d'adapter les méthodes de focus group à toutes les étapes d'innovation, car ça permet de faire participer les consommateurs à la co-création de la valeur donc des nouveaux produits. Par contre, on a quand même des coûts assez importants en ressources humaines et investissements, notamment dans le cas d'une petite entreprise. Ensuite, comment intégrer la méthode d'analyse de cycle de vie dès les phases amont du processus d'innovation? En fait, en modularisant l'ACV, on arrive à évaluer de manière assez précoce les préconcepts au début du processus. L'évaluation modulaire est simplifiée, mais elle reste assez lourde et complexe à réaliser par l'entreprise elle-même, et les bases de données sont encore, en tout cas, étaient incomplètes. Et enfin, comment aider la décision de l'entreprise en prenant en compte les 3 aspects, donc stratégie, potentiel sur le marché et enjeux environnementaux? Eh bien, en construisant des grilles multicritères avec les 3 dimensions. L'utilisation du score unique permet d'intégrer la performance environnementale et les grilles peuvent être utilisées à plusieurs moments clés du processus. Elles nécessitent quand même d'être construites par l'entreprise qui va les utiliser. Finalement, si je vous rappelle ma problématique, c'était comment combiner la stratégie d'une entreprise, les attentes des consommateurs, les enjeux environnementaux dans un processus d'innovation alimentaire. En fait, j'y réponds que c'est en mettant en lien les 3 dimensions en considéré tout au long du processus qu'il est possible de le faire, et notamment grâce à l'utilisation d'une structure de processus qui est assez claire, comme la structure StageGate, qui est assez court et suffisamment agile pour en modifier les étapes, grâce aussi à un outil structurant d'aide à la décision qui soit multicritère, et grâce enfin aux interactions fréquentes entre les différentes expertises, donc R&D, environnement, marketing, et aussi des interactions avec les consommateurs. Finalement, la thèse, elle propose une solution qui a été testée dans un seul cas, mais qui mérite d'être testée et utilisée, adaptée à d'autres contextes d'innovation en agroalimentaire. Donc, je voudrais aborder mes 3 dernières diapositives sur des perspectives, en commençant par les perspectives concernant les consommateurs. Donc on peut se poser la question de choisir d'autres types de consommateurs cibles. Je pense notamment à des cibles plus spécifiques, des consommateurs plus innovants, des consommateurs influents ou des chefs. On peut se poser la question également d'utiliser d'autres méthodes pour impliquer les consommateurs, comme par exemple des entretiens individuels, des sondages. Et on peut aussi réfléchir à l'intégration de la caractérisation sensorielle d'un panel entraîné. Donc ça a été réalisé, mais en fin de processus, mais plutôt l'intégrer au cours des développements pour traduire donc, les atouts et faiblesses identifiés par les consommateurs, et puis pour orienter les développements, la formulation. Ma deuxième perspective concerne l'évaluation environnementale. Il faut d'abord utiliser, selon moi, la nouvelle mise à jour qui a été faite là, début du mois d'Agribalise, donc Agribalise 3.0, et qui intègre de nombreux nouveaux ingrédients et des produits finis, donc de première transformation, mais aussi de seconde transformation, et qui facilitera les analyses de cycle de vie pour les concepts de produits alimentaires. Et ensuite, il faudrait idéalement informatiser cette évaluation ACV pour la rendre plus accessible aux non-experts dans les entreprises. Donc, très idéalement, développer un logiciel de type clic-bouton qui permette d'assister l'inventaire et de générer un rapport automatique. Et enfin, on pense évidemment
Quand on pense évidemment évaluation multicritère, on pense aussi affichage environnemental sur les produits. Ça permet la valorisation des efforts de l'entreprise. Ça a un grand intérêt chez les consommateurs et on a au niveau européen une méthodologie qui est en cours de test et qui devrait permettre à terme d'aboutir à un affichage harmonisé pour l'environnement. Je terminerai par mes perspectives sur le management de l'innovation. Puisque pour moi, le processus dans le cas d'étude n'a pas été terminé, n'a pas bouclé, il est pourtant source d'apprentissage et il aurait été intéressant d'avoir les retours des consommateurs sur les ventes, des performances pour pouvoir mieux évaluer de manière réflexive l'ensemble du processus et puis permettre de savoir ce qui se passe sur les prochaines boucles d'innovation. Puis, par exemple, on peut se penser à développer des idées qui ont été laissées de côté pendant la première boucle. Et deuxième perspective, c'est qu'évidemment, qu'il faut adapter ce processus et ces outils à d'autres contextes. Oups, je me suis trompée. Puisque ce processus, il a été suffisamment agile et les outils suffisamment modulables pour qu'on puisse les adapter à d'autres cas, notamment selon la taille des entreprises. On peut alourdir ou alléger les différents outils selon qu'on soit face à une TPE ou une firme, et puis selon qu'on soit face à des innovations plutôt en rupture ou plutôt incrémentales. Donc, je profite de cette dernière diapositive pour remercier tous mes collaborateurs du projet SPILIFE, mais aussi mes collaborateurs au laboratoire GRAPP, ainsi que mon jury et l'ensemble de mes collègues du comité de suivi de thèse et toutes les personnes que j'ai pu rencontrer au cours de mon parcours. Et je remercie également toutes les personnes qui sont présentes en visio ce matin pour m'écouter, en espérant que j'ai satisfait votre curiosité. Voilà, merci à tous.